Bonjour Pierre. Merci de nous recevoir. Tout le, grand, Manifa. tout le grand plaisir pour moi. Alors, il y a une série de questions que je voulais t'adresser dans le cadre de la recherche sur le Survival Kit. D'abord, je voudrais revenir un peu sur la formation que tu as reçue aux Beaux-Arts de Dakar. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette période-là, nous rappeler peut-être à quel moment tu es entré à l'école des Beaux-Arts et comment ça s'est déroulé, c'était quoi un peu ouais. Je me suis inscrit dans une école privée à Pékin, seconde, et après j'ai déménagé à Gueule-Tapée et j'ai passé le concours, le test psychotechnique à Hôtel Teranga pour travailler à Hôtel Teranga. Moi j'ai travaillé à Hôtel Teranga, c'est nous qui avons ouvert cet hôtel-là. Et j'étais à Hôtel Teranga comme bagagiste. C'est-à-dire que nous, on accueillait les clients, on amenait leurs bagages. Et c'est toute une histoire. Après, j'ai rentré avec beaucoup d'argent pour boire. À l'époque, j'étais jeune, je ne savais même pas ce que c'était de l'argent. Je remettais l'argent au grand-père qui m'a hébergé. 3-4 mois, j'ai été renvoyé parce que je me suis rendu compte que mon tempérament ne colle pas avec la fonction hôtelière. Je ne suis pas fait pour travailler dans les hôtels. Alors, après, mon grand-père m'a chassé et j'ai passé la nuit dans des mosquées ici. C'est très important, je ne sais pas où habiter. J'ai fait 4 ans, je suis sorti maître d'éducation artistique. J'ai enseigné 2 ans à Louga, au collège. J'ai passé le baccalauréat candidat libre à Saint-Louis. Quand j'ai eu le bac, je suis revenu à Dakar pour faire professorat. J'ai fait 3 ans, je suis sorti comme professeur. Et j'ai été affecté au lycée Limamoulaye de Guédiawaye, en banlieue. J'ai enseigné 2 ans. Après, j'ai obtenu une bourse pour aller en France, pour faire une formation en environnement, pour remplacer le corps professoral à l'École nationale des Beaux-Arts. Moi, je considère que la première décennie de Senghor était consacrée à l'enracinement et que le Festival mondial des arts 1966 était le pic de cet enracinement. Au-delà du Festival mondial des arts nègres, Senghor a glissé légèrement vers l'ouverture par la création de musées dynamiques, tu vois, et la création de l'Institut national des arts. L'Institut national des arts, c'est un établissement qui réunit presque toutes les formes d'expression artistique. Et c'est ça son intérêt. Il y avait l'architecture, il y avait l'école des beaux-arts, il y avait la danse avec Germaine Apolli, le pop, et il y avait la musique, il y avait le conservatoire. En fait, Senghor a réuni dans un même établissement toutes ces disciplines artistiques. Et la proximité de ces disciplines crée des passerelles. Et je trouve, en fait, Senghor, il est très organisé dans sa pensée. Hein. Dans la première école de Dakar, là, qui a été créée vers les années 59, qui s'appelait la Maison de la Culture de la Fédération, pendant la Fédération, qui était à l'Avenue Rouge, le focus était mis sur les arts visuels, les arts plastiques. Et parce que Senghor, sa théorie, le terrain d'expérimentation de sa théorie là, c'est autour des arts plastiques. Et c'est pourquoi Senghor a donné beaucoup d'expérience, beaucoup d'importance aux arts plastiques avec le Festival mondial des arts, avec ce grand moment que Malraux, pendant le vernissage, a dit à Senghor, dans cette exposition, il y a une dizaine d'artistes qui sont de niveau mondial. Et Malraux a qualifié cette forme d'art, il l'a qualifié d'école de Dakar. C'est Malraux qui a donné cette terminologie à cette manière de pratiquer, cette manière, la proximité entre l'art classique et l'expression contemporaine. Donc, l'Institut national des arts ce qui était intéressant, l'atelier de recherche nègre de Pierre Lassoula était toujours à l'aise, mais avait commencé à perdre son influence. Et
Et ça, comment dirais-je, le système académique universel a pris le dessus. Et tu vois, l'ouverture sur le monde, nous, on est formés dans cette deuxième vision de Senghor, l'ouverture sur le monde avec un enseignement académique universel. Ouais. Nous, on a reçu le même cours de dessin, d'anatomie, des trucs comme ça se fait ailleurs. On avait des professeurs français qui donnaient le même type de cours qu'on donnait à Paris. Donc nous, on n'est pas de cette école entre guillemets définie par Malraux comme école de Dakar. Et l'Institut national des arts était un lieu d'expérimentation, de croisement, de passerelle entre les formes d'expression. Et je crois que c'est très, très important dans l'histoire artistique de ce pays, avec l'Institut national des arts. Et pour illustrer, pour nous donner un peu des références, Senghor, pendant cette deuxième décennie à côté de l'Institut national, a organisé de grandes expositions de grands maîtres au monde. Underwaser, l'Autrichien, Picasso, comment dirais-je, Manissier, Alfred Manissier, Soulage, tous ces gens-là ont défilé au musée dynamique. Et le musée dynamique était, par excellence, le lieu de fêter l'universalité. Et ça, c'est très important pour nous qui venaient à l'époque regarder des expositions quand on était étudiants. Donc, nous, notre prolongement logique, c'est l'art universel. Et je crois que c'est pour cela que l'Institut national des arts est très important pour nous. Pour comprendre l'école de Dakar, il faut peut-être penser, il faut aller jusque dans les années 1930, quand Senghor et Aimé Césaire, Damas ont créé la négritude. La négritude ne peut pas être une théorie fumeuse sans avoir des articulations avec les questions esthétiques. Et Senghor, très tôt, a écrit sur l'esthétique nègre, tu vois, il avait même dit sur le plan pédagogique que le nègre n'a pas besoin d'être formé, il suffit de lui donner du matériel, il va s'exprimer librement. Et il disait dans ses théories que la raison est laine, l'émotion est nègre. Tu vois, l'art occidental est analytique par utilisation, l'émotion est nègre par participation. Et ça, c'est, tu vois, les qualificatifs là, renvoyaient le focus de Senghor sur les questions esthétiques. Mais, pour moi, c'est mon approche personnelle, et ça a eu un truc répondant politique, c'est-à-dire que le fédéralisme. Senghor était très fédéraliste, hein, c'est pourquoi d'ailleurs la fédération du Mali, parce qu'en vérité, le Sénégal, par rapport à la théorie senghorienne, la négritude, le Sénégal n'est pas un champ d'illustration de cette théorie. À cause de l'islamisation, nous, on n'a pas beaucoup de masques de statues. C'est le Mali qui est le creuset de cette théorie-là. Alors, pour moi, Senghor s'est intéressé à la fédération du Mali pour donner une légitimité géographique à sa pensée. Ouais, et ça, c'est très important. Et ça, quand on voit, et c'est pourquoi le congrès des intellectuels noirs de 1956 à Rome était véritablement le départ pour moi sur l'application opérationnelle de cette affaire-là. C'est la première fois que Senghor a rencontré Pierre Lotz, qui avait créé l'école Poto-Poto au Congo. Et c'est quand Pierre Lotz. C'est à Rome qu'il l'a rencontré. 1956, et c'est à Rome qu'il l'a rencontré. Après, quand Pierre Lotz lui a expliqué ce qu'il faisait au Congo, qui correspondait parfaitement à la pensée senghorienne, Senghor l'a invité de venir à Dakar. Il est venu avec Paye Bratal, ils ont créé cet atelier de recherche dès les années 59 qui a produit les élèves de l'école de Dakar. D'ailleurs, Iba Ndiaye était là, mais Iba Ndiaye, à mon avis, le Festival mondial des arts nègres a consacré la suprématie de la première, chef Paye Bratal et Pierre Lotz sur lui. Et après, il est allé s'installer à Dakar. Mais je crois que c'est comme ça qu'il explique un peu fondamentalement cette école de Dakar. C'est d'abord c'est la proximité avec la pensée de Senghor. Et c'est pourquoi d'ailleurs, du point de vue de la structure et les couleurs, c'est très sobre, noir, blanc,
composition, la construction linéaire, il n'y a pas vraiment. Et tu vois, il ne cherche pas d'académisme, c'est-à-dire la primauté de l'idée sur la manière de rendre. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des œuvres très conceptuelles en réalité. C'est des gens qui ne reprennent pas les choses, mais ils ont une interprétation des choses, comme chacun en fonction de sa posture et c'est des moyens techniques. Ils ont su trouver une expression très puissante, comme on voit dans les œuvres de ces artistes-là. Notre perception de Senghor à l'époque, personnellement, moi j'étais très proche de la gauche à l'époque, parce que tous ceux qui ont vécu cette période-là ne peuvent pas être neutres. Ils ne peuvent pas être neutres parce que c'est une période très propice à l'engagement politique et nous avons une perception assez particulière de Senghor, on le qualifiait de réactionnaire. Et ça c'est très intéressant. Et l'enseignement qu'il a donné ne nous a pas donné l'impression de faire du Senghor. Pour nous, on fait de l'universel, mais on oublie que ce même universel-là était déjà senghorien. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a fait Senghor tout en n'étant pas conscient que c'est Senghor qui nous a passé. C'est sa pensée qui nous a formés, sa manière d'organiser sa pensée-là. Nous, on était formés dans le deuxième niveau de sa pensée, enracinement et ouverture. Nous, on est les produits de l'ouverture. Comment tu penses que qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi parce que pédagogue tu l'es, on le ressent quand tu parles et tu l'as exprimé déjà, mais comment on met en circulation finalement cette mémoire, cette archive, comment on la met en circulation, comment on la préserve, est-ce qu'on doit la préserver et si oui, comment le faire? La mémoire se préserve, mais elle se transmet. La mémoire n'a pas de sens si elle ne se transmet pas, si elle n'affecte pas notre pensée contemporaine. Et la mémoire doit avoir un espace de circulation, doit avoir un espace de véhicule. Par exemple, c'est la même problématique que ce qui se passe aujourd'hui, la question de retour des œuvres sur le continent. C'est notre mémoire, hein, les statuaires, les trucs qui sont dans les musées occidentaux, c'est notre mémoire, c'est notre archive, hein, notre société. Et l'idée pour moi, les contemporains, au-delà des préoccupations de la vitesse, parce qu'on est l'esthétique de la vitesse, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'esthétique de la vitesse, l'intelligence artificielle, le multimédia, les choses, c'est dans la vitesse des choses, dans le mouvement, dans la vie. Alors, et pour moi, les archives sécrètent notre propre histoire, notre propre rapport avec la ponctualité, le temps qui faisait, comment le temps qui se faisait a contribué à façonner notre présent. Et ça, à mon avis, les archives doivent aider à retrouver notre propre itinéraire, notre évolution personnelle par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'en fait, notre présent est le résumé de notre trajectoire. Mais comment on préserve ça? Préserver, parce que c'est... tu dis le transmettre, oui. Alors, je suis d'accord, mais comment le faire et comment préserver une mémoire qui n'est pas là? En fait, il y a deux aspects, c'est-à-dire les garder physiquement quelque part, ou faire véhiculer les idées que ces archives-là sécrètent. Et ça, et les idées que ces archives-là sécrètent doivent contribuer à définir notre présent et notre futur. Je crois que les archives doivent nous permettre à nous retrouver nous-mêmes, parce que ça contribue à définir notre personnalité, notre particularité, notre rapport à l'autre, notre rapport au passé. Et je crois que c'est extrêmement important, comme physiquement trouver des endroits à les valoriser, où les gens peuvent les consulter. Maintenant, ça peut se faire en ligne, comme on connaît maintenant avec la numérisation. Et moi, je fais beaucoup ça. Moi, des fois, je m'incite des choses qui sont du passé, mais je me rends compte en fait que l'humanité, là, ces semblants de progrès, là, on retourne toujours au point de départ.